Sur Mataf Story, l'aventure commence. Des chroniques de vie, pleines d'émotions intenses. Chaque histoire est un voyage à explorer. Des récits uniques qui vont t'inspirer. Plonge dans l'univers, écoute le récit. Avec Mataf Story, chaque émoté fait l'infini. Abonne-toi, ne manque pas la magie. Des histoires qui parlent, qui nous réunissent ici. 1. Les premières années, des racines modestes à l'engagement politique. Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 dans une famille modeste d'ethnie malinké, à Farana, une petite ville située dans le sud-est de la Guinée, à une époque où le pays faisait encore partie de l'AOF, Afrique occidentale française. Ce contexte colonial a marqué toute sa jeunesse et influencé profondément sa vision politique. Petit-fils du célèbre Samori Touré, chef guerrier qui résista vaillamment à la pénétration coloniale française au XIXe siècle, Sékou Touré baigne dès son enfance dans les récits de résistance contre l'oppression coloniale. L'héritage de Samori Touré, qui avait fondé un empire s'étendant sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, a certainement influencé le jeune Sékou, le poussant à développer une conscience politique dès son plus jeune âge. Contexte familial et formation initiale. La famille de Sékou Touré n'était pas particulièrement riche, mais elle était très respectée en raison de ses racines. Son père, Alpha Touré, était un cultivateur, tandis que sa mère, Aminata Fadiga, gérait le foyer et veillait à l'éducation de ses enfants. Bien que vivant dans des conditions modestes, Sékou Touré bénéficie d'une éducation traditionnelle malinké, fondée sur les valeurs de respect, de solidarité et de résistance à l'injustice. Il montre très tôt un esprit curieux et indépendant, ce qui lui permet d'entrer à l'école française coloniale, un privilège rare pour les enfants africains de l'époque. Cependant, même dans le cadre scolaire, il est confronté aux inégalités flagrantes entre les colons et les populations locales. À l'école William Ponty, une école prestigieuse pour les futures élites africaines située au Sénégal, il est exposé à une éducation où l'accent est mis sur la supériorité de la culture française. Les écoles coloniales, à cette époque, étaient souvent des instruments de domination culturelle, visant à assimiler les Africains et à leur inculquer des valeurs européennes au détriment de leur propre culture. C'est à cette époque que Sékou Touré développe un fort ressentiment contre le système colonial. Expulsé de l'école pour avoir mené une grève étudiant contre les conditions déplorables d'enseignement, il quitte William Ponty avec une réputation de jeune homme rebelle et déterminé à lutter contre l'injustice. 2. L'engagement syndical, les premiers pas vers le leadership politique. Après son expulsion, Sékou Touré retourne en Guinée et commence à travailler dans les services postaux, un emploi typique des Africains au bas de l'échelle administrative coloniale. Ce travail, bien que modeste, lui permet de se rapprocher des ouvriers et des employés guinéens, qui subissaient à cette époque des conditions de travail très dures et une forte exploitation sous le régime colonial. Sékou Touré trouve dans le mouvement syndical un moyen de lutter contre ces injustices sociales et économiques. En 1945, il devient membre actif du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et, peu après, il rejoint la Confédération Générale du Travail, CGT, un puissant syndicat français qui jouait un rôle clé dans les luttes ouvrières en France et dans ses colonies. Grâce à ses compétences oratoires et son charisme naturel, Sékou Touré se hisse rapidement au rang de leader syndical. Il comprend que la lutte pour de meilleures conditions de travail ne peut être dissociée de la lutte plus large pour l'indépendance nationale. En 1953, il mène la première grande grève générale en Guinée, mobilisant les travailleurs pour exiger de meilleures conditions salariales et de travail. Cette grève, largement réussie, marque un tournant dans la carrière de Sékou Touré. Elle lui vaut à la fois l'admiration des travailleurs guinéens et la méfiance des autorités coloniales françaises, qui commencent à surveiller de plus près ses activités. 3. L'ascension politique, de leader syndical à chef du Parti démocratique de Guinée. Parallèlement à ses activités syndicales, Sékou Touré commence à s'impliquer plus activement dans la politique. En 1946, il rejoint le Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement politique panafricaniste créé par des leaders africains comme Félix Houphouët-Boigny. Le RDA milite pour l'émancipation des colonies africaines de l'emprise coloniale française, en prônant une union des peuples africains face à la domination coloniale. Sékou Touré devient rapidement une figure de proue du Parti démocratique de Guinée, PDG, la branche guinéenne du RDA. Il comprend que la lutte syndicale doit être complétée par une lutte politique pour le contrôle des institutions et la souveraineté nationale. Sous sa direction, le PDG adopte une ligne de plus en plus radicale, appelant à l'indépendance immédiate et totale de la Guinée. Sékou Touré s'oppose à une grande partie des leaders africains de l'époque, qui prônaient une approche plus modérée vis-à-vis de la France. Certains, comme Félix Houphouët-Boigny,
préférait une autonomie interne progressive tout en maintenant des liens forts avec la France, notamment pour des raisons économiques et diplomatiques. Cependant, Sékou Touré refuse cette vision. Pour lui, la Guinée doit couper tout lien avec le colonisateur pour pouvoir se développer en tant que nation libre. 4. Le référendum de 1958, un choix audacieux pour l'indépendance ***. Le moment décisif de la carrière politique de Sékou Touré survient en 1958, lorsque Charles de Gaulle, alors président du Conseil en France, propose un référendum à toutes les colonies africaines françaises. Ce référendum offrait aux colonies deux choix, accepter de faire partie d'une nouvelle communauté française avec une autonomie interne, ou choisir l'indépendance immédiate, avec les risques que cela impliquait. Pour beaucoup de leaders africains, la proposition de Gaulle représentait une opportunité de négocier une transition en douceur vers une plus grande autonomie tout en maintenant des relations étroites avec la France. Mais pour Sékou Touré, c'était une question de principe. Il refuse l'idée de rester dans une relation de dépendance avec la France et appelle les Guinéens à voter « non » lors du référendum. C'est dans ce contexte qu'il prononce sa fameuse déclaration « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement pour l'indépendance, devenant ainsi le premier pays de l'Afrique francophone à rompre totalement avec la France. Le 2 octobre 1958, Sékou Touré proclame l'indépendance de la Guinée et devient le premier président de la République de Guinée. 5. Les premières années d'indépendance, entre idéal panafricaniste et réalité économique. L'indépendance de la Guinée est accueillie avec enthousiasme non seulement par les Guinéens, mais aussi par de nombreux Africains et mouvements nationalistes à travers le continent. Sékou Touré devient immédiatement une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte anti-impérialiste. Cependant, cette indépendance a un coût très élevé. En réponse au rejet de la communauté française, la France réagit de manière brutale. Tous les fonctionnaires français sont rappelés, les aides économiques coupées, et même des infrastructures sont démantelées, laissant la Guinée dans une situation économique extrêmement difficile. Pour Sékou Touré, cette crise économique est à la fois un défi et une opportunité. Convaincu que l'autonomie politique doit être accompagnée d'une autonomie économique, il met en place des réformes économiques radicales basées sur le socialisme. Il nationalise les industries clés, met en place des plans quinquennaux pour développer l'agriculture et l'industrie, et tente de collectiviser l'économie en suivant les modèles soviétiques et chinois. Cependant, ces politiques ne rencontrent pas toujours le succès escompté. Le manque d'infrastructures, l'isolement diplomatique et les sanctions économiques imposées par la France rendent difficile le développement rapide de l'économie guinéenne. Malgré cela, Sékou Touré continue de croire en sa vision d'une Guinée souveraine et autosuffisante, libre de toute influence extérieure. 6. Le régime autoritaire de Sékou Touré, centralisation du pouvoir et répression. Malgré son image de héros panafricaniste, le régime de Sékou Touré se transforme rapidement en un État autoritaire. Dès les premières années de son mandat, il centralise le pouvoir autour du Parti démocratique de Guinée, qui devient le seul parti autorisé. Le régime instaure une forme de parti unique, où toute opposition est sévèrement réprimée. Sékou Touré justifie cette centralisation du pouvoir en affirmant qu'une unité nationale forte est nécessaire pour protéger la Guinée des menaces extérieures et des divisions internes. Il craint que des forces contre-révolutionnaires, soutenues par des puissances coloniales ou impérialistes, tentent de déstabiliser le pays. Cette crainte n'est pas entièrement infondée, car plusieurs tentatives de coup d'État sont effectivement fomentées contre son régime, notamment en 1960 et 1970, souvent avec le soutien de puissances extérieures.